pour cette conférence virtuelle. Je salue particulièrement tous ceux qui, un peu partout dans le monde, nous suivent. Je remercie nos panélistes d'être tous présents. D'ailleurs, ils ont été à l'heure et ça nous a permis quand même d'être rassurés sur leur participation. Je dois vous dire que cette conférence virtuelle a un but précis. C'est une conférence qui est dans le suivi de la toute première qu'on avait faite sur le décryptage de la crise haïtienne. Nous avons compris qu'il était important de comprendre ce qui nous arrivait, que ce n'était pas une fatalité, c'est un produit de l'action de différents acteurs sur le terrain et qu'il est temps aujourd'hui que nous arrivons à produire une connaissance de cette réalité-là et une connaissance pour que nous puissions arriver à une vision commune pour notre pays. Car aujourd'hui, mes amis, trop souvent, nous avons des recherches qui sont faites, nous avons des discours qui sont faits, mais tout va dans des sens vraiment contraires et nous n'arrivons pas encore à construire cette masse critique de gens pour engager la transformation. Mais pour avoir cette masse critique, il nous faut avoir une connaissance commune, une compréhension commune de ce qui nous arrive. Donc, la première conférence était un décryptage un peu général pour voir les différents aspects de la crise haïtienne. Celle-là est beaucoup plus spécifique et va porter sur l'insécurité. Et on va voir, à travers les interventions de nos différents panélistes, comment cette insécurité est je dirais, est multiple. Comment elle nous frappe avec force et comment elle a des dimensions spatiales, elle a des dimensions économiques, elle a une dimension culturelle. Tous ces éléments-là vont être pris en charge. Et ce que nous aimerions, mes amis, ce que nous aimerions, c'est que tout le public puisse prendre des notes, poser des questions et que ça fasse un travail dans la société civile et que ça permette justement aux différentes organisations et associations qui sont en formation ou qui existent déjà, qu'on leur donne un petit peu des outils pour mieux travailler, pour arriver vers cette vision commune pour le bien commun. Je voudrais saluer particulièrement Nancy Walk, qui est une personne qui se passe de présentation et qui a travaillé jusqu'à l'épuisement pour la réalisation de cette conférence virtuelle. Et moi, elle m'a convaincu, je suis Rudy Edmé, je suis un éducateur et un journaliste, elle m'a convaincu de la rejoindre dans ce projet. Donc, chers amis, je vais passer la parole à Nancy, mais avant, je voudrais simplement demander à tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent nous apporter leur support. Nous aimerions que ces conférences ne restent pas simplement, je dirais, des débats d'un jour, mais que ça fasse son chemin dans la société civile. C'est pour ça que nous attendons vos réactions. Nous attendons aussi votre support parce que ça va nous permettre, par exemple, de les diffuser un peu plus largement dans le pays et en diaspora, en plusieurs langues, de manière à permettre à nos universités, nos écoles, à nos jeunes qui sont l'avenir de ce pays, de s'approprier de tout ce qu'on va partager dans ces conférences. Alors voilà, je vais passer la parole à Nancy pour la présentation du premier intervenant que nous avons vraiment un grand plaisir à retrouver ce matin. Nancy? Merci Rudy, merci à vous tous d'être là aujourd'hui encore une fois. J'espère que vous serez encore plus nombreux tout à l'heure, vu l'importance de ce thème qui nous concerne tous et qui a changé nos vies. L'Haïti chéri que nous connaissions malheureusement n'existe plus déjà depuis quelques années et ces derniers mois, ça s'est empiré. J'aimerais quand même rappeler pour ceux qui l'ont oublié que déjà l'année 2020 avait été marquée par une insécurité déjà grave dans les 6 premiers mois de 2020 avec plus de 159 personnes tuées, 92 autres blessés. Il y avait une terreur qui s'était installée avec des massacres qui se multipliaient, notamment l'inoubliable massacre de novembre 2020 à La Saline. Je suis sûre que Maître Joseph va nous en parler tout à l'heure,
ce quartier populaire de la capitale où 71 personnes sont mortes. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suivi malgré les demandes des Américains, malgré les demandes des enquêtes, malgré les demandes des organismes des droits humains. Pire, il y a eu d'autres massacres. Entre-temps, je ne saurais rappeler rapidement ces faits sans oublier une date terrible pour nous tous et très symbolique. C'était évidemment le vendredi 28 spectaculaire du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, Maître Dorval. Jusqu'à ce jour, ce crime est resté impuni et on attend encore ce que dira la justice, une justice qui aujourd'hui est totalement dysfonctionnelle en Haïti. Ceci un petit peu vous jette une lumière sur la gravité de l'insécurité, de l'impunité en Haïti et la responsabilité de l'État dans ce phénomène. Avec tout ça, et il faut malheureusement le souligner, la complicité de l'international. Donc, nous allons en parler avec nos invités aujourd'hui. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, ou bien peut-être que j'attendrai tout à l'heure, mais quand même, j'aimerais le faire en début de cette conférence. D'abord, remercier mes partenaires, en l'occurrence le Syndicat de Montréal, PDG Communication à Port-au-Prince, la Fondation Zilé à Saint-Domingue et en République dominicaine. Accepté de faire équipe pour ces conférences. Je vous le rappelle, comme je l'avais fait lors de la première conférence, c'est une action civique absolument gratuite pour notre pays. Personnellement, ça faisait 8 ans que je n'étais pas apparue et je n'avais pas l'intention de le faire. Mais quand j'ai vu à quel point la situation du pays se dégradait, et surtout que les médias, malheureusement, n'analysaient pas la situation comme elle devrait parce que la situation était excessivement grave et elle n'est pas juste conjoncturelle. Elle est beaucoup plus grave que ça et vous allez le comprendre d'ailleurs avec Laëné Curbon tout à l'heure. Donc, il faut vraiment analyser tout ça, pas seulement pour aujourd'hui, et pas seulement pour un président contre lequel les gens se battent, mais pour l'après-Moïse et surtout l'Haïti de demain. Parce que lorsque l'on a, et vous le verrez avec le médecin tout à l'heure, docteur Kérismé, psychiatre, quand on a autant de pathologies, autant de traumatismes, eh bien, avec qui allons-nous construire un nouveau pays demain? Puisque nous sommes tous victimes et tous traumatisés. Ce sont des questions d'importance, ce sont des questions profondes auxquelles malheureusement la presse ne répond pas. Alors, j'aimerais profiter, avant de donner la parole à mon premier invité, saluer justement toutes ces victimes, saluer les parents de ces victimes qui souffrent d'autant plus que nous savons qu'en psychologie, eh bien, la guérison des parents de victimes vient aussi avec la justice, avec un procès. Lorsque l'on sait que la personne a été condamnée, ça aide à la guérison. Or, en Haïti, nous n'avons pas ça. Les gens meurent les uns après les autres et rien ne s'ensuit. Tout ça également contribue à traumatiser la société haïtienne d'aujourd'hui. J'aimerais aussi saluer la mémoire des victimes du Covid. Et encore hier, on a perdu une grande dame, le docteur Yolène Surena. Voilà une personne qui a dédié sa vie non seulement à la médecine, mais à protéger tous les citoyens dans tout ce qui était protection civile, etc. Et malheureusement, nous l'avons perdu et on tient à saluer son esprit, sa contribution en lui disant merci et je vous demande s'il vous plaît 1 minute de silence. Pour Maxime Roumer aussi.
Merci. Nous allons donc passer tout de suite la parole à Laënec Urbon. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver Laënec, qui est non seulement un ami, mais pour moi personnellement, est un sociologue émérite. Il est docteur en sociologie de la Sorbonne, directeur de recherche honoraire au CNRS de Paris, membre fondateur de l'Université Quisqueya, professeur à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti et président du conseil scientifique du collège doctoral de l'université en Haïti. Il a publié sur le thème des rapports entre religion, culture et politique en Haïti et dans la Caraïbe. Parmi ses ouvrages, et croyez-moi, j'en ai lu beaucoup, Culture et dictature en Haïti, absolument incontournable, l'imaginaire sous contrôle aux éditions L'Harmattan 79. Mon livre de chevet lorsque je suis arrivée bien jeune en Haïti, Comprendre Haïti, essai sur l'État, la nation et la culture, chez Cartala en 87, Le barbare imaginaire aux éditions du Cerf en 88, Les mystères du vaudou chez Gallimard en 93, L'insurrection des esclaves de Saint-Domingue chez Cartala en 2000, Le phénomène religieux dans la Caraïbe chez Cartala en 2000, Pour une sociologie d'Haïti au XXIe siècle, La démocratie introuvable à lire absolument aux éditions Cartala également en 2001, Dieu dans le vaudou haïtien aux éditions Maisonneuve et La Rose 2002, Religion et lien social, édition du Cerf, Paris 2004, Genèse de l'État haïtien 1804 à 1859, co-dirigé avec le regretté Michel Hector, édition de la Maison des sciences de l'homme et Presse nationale d'Haïti en 2009, Catastrophe et environnement, Haïti, séisme de 2010 aux éditions de l'EH à Paris 2014, Esclavage, religion et politique, édition de l'Université d'État d'Haïti 2019. Laënec Urbon est également l'auteur de nombreux articles et a son propre blog sur le site d'information français Mediapart, qui est, comme vous le savez, un média indépendant. Il est régulièrement l'invité de France Culture autour de la question haïtienne comme autour du thème de l'esclavage. C'est avec un grand plaisir que je reçois et que je vous présente Laënec Urbon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, je crois que vous allez vite voir qu'il est inoubliable et il va pouvoir décortiquer pour vous justement l'aspect sociologique de l'insécurité. Qu'est devenue notre société? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui et qu'est-ce qui risque de nous arriver? Laënec Urbon, tu as la parole. Ok, merci Nancy. Vraiment, je suis très content d'avoir cette occasion de parler de la question de l'insécurité en Haïti. C'est une question extrêmement grave. Je dois tout d'abord dire que ce que je dirai n'aura aucune valeur dogmatique, bien entendu, puisque c'est celle d'un sociologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui essaiera d'apporter un éclairage partiel. Je tâcherai de présenter quelques hypothèses, quelques conséquences de la question aussi. Et donc, il ne faudra pas s'attendre à des points de vue absolument définitifs. Je souhaite plutôt que écouter les autres, parce que je pense qu'il faut plusieurs points de vue pour aboutir à une compréhension véridique de la question qui nous préoccupe actuellement en Haïti, à savoir l'insécurité. Alors tout de suite, pour commencer, donc effectivement, Nancy a raison, il y a depuis 2007 en particulier une hausse exponentielle de la criminalité en Haïti. Il faut le savoir, cette hausse exponentielle continue et peut encore aller beaucoup plus loin. Disons, 2018, on a 600 meurtres par balle, dont 815 à Port-au-Prince. 2019, 467 cas de morts violentes et 35 policiers tués. 2020, en 3 mois seulement, 161 morts violents, dont 137 par balle. Mais il faudrait ajouter beaucoup de morts également
par acte de barbarie. Acte de barbarie, c'est-à-dire possibilité de découper le cadavre en morceaux, de le jeter au pourceau, de le jeter au cabri, de le jeter sur les plumes de fatras, donc, et d'autres cas encore, parfois dans une citerne, on jette le cadavre, mais de toute façon, nous assistons à des pratiques de barbarie qui accompagnent cette insécurité, donc qui nous obligent à penser la signification de ce phénomène en Haïti. Au départ, effectivement, donc, il y a métastase avec des massacres qui n'en finissent pas. Rien ne permet de dire qu'il n'y aura pas d'autres massacres, étant donné qu'on est parti de celui de la Saline et ça se poursuit jusqu'à ce jour, puisqu'on parle de 9 massacres, peut-être d'un 10e, on n'en sait rien. Alors, je voudrais donc me poser, je ne peux pas aborder toutes les questions possibles en 15 minutes, mais je me contenterai de poser cette question, en particulier, quel rapport y a-t-il entre cette métastase des gangs et des kidnappings et la crise politique actuelle? Deuxièmement, je m'interrogerai sur la signification, sur ce que a à voir une constitution nouvelle avec une telle situation. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Et troisièmement, je me poserai la question d'Emmanuel Kant, le fameux philosophe. Que pouvons-nous espérer face à cette crise? Et je dis tout de suite que nous essaierons de revenir sur l'importance cardinale des droits humains et sur l'idée d'un véritable retour à 1804 pour sortir Haïti de l'idée qui semble courir d'un Haïti qui serait comme un pays sous mandat des États-Unis, en train de se demander à tout instant, qu'est-ce que nous sommes autorisés à faire, qu'est-ce que les États-Unis nous autorisent à faire, à dire ou à projeter pour le pays. Alors, donc, ce qui donc nous frappe, c'est donc le caractère absolument inédit, inouï d'une situation, alors que nous avons connu déjà une situation qu'on appelle la fameuse dictature rétrograde de Duvalier, et nous reconnaissons qu'il y a une différence entre les deux, différence qu'il faut penser avec précaution, parce qu'il n'est pas question de dire que sous Duvalier il y avait de l'insécurité, au contraire, il y avait effectivement une insécurité d'État, foncière, fondamentale, mais Duvalier avait une idéologie, il avait une visée critiquable, inacceptable évidemment, qui était à base raciale. Mais ce qui nous intéresse concernant le caractère inédit de la situation, c'est de voir. Et c'est ça mon problème personnellement sur lequel je tâche de réfléchir. Peut-on banaliser le phénomène d'insécurité? Alors rapidement, je voudrais évacuer à la fois un sophisme et un chantage en ce qui concerne la banalisation de la question de la sécurité. C'est fondamental. À mon avis, c'est fondamental. Premièrement, quand l'insécurité est dénoncée, quand on parle à l'étranger de ce qui nous arrive, on est porté à dire « Ah, ça c'est un chantage au racisme ». Un chantage au racisme, quand 78 membres du Congrès américain dénoncent les bandes criminelles, autant que l'Union européenne déclarait qu'il s'agit de racisme, c'est précisément banaliser la situation des droits humains, banaliser le phénomène des massacres et des kidnappings. Deuxième point de vue également qu'il faudrait évacuer, qui est un problème je ne dis pas évacuer, mais je dirais qu'il faut critiquer. C'est ce qu'on appelle le sophisme, qui consiste à dire, ah, le pouvoir avant tout, on est en situation de crise, le pouvoir avant tout, il est absolu, c'est à lui qu'il faut se référer. Cette position-là s'exprime dans un adage qui s'appelle la politique saisit le doigt, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes, eh bien, la politique l'emporte sur le doigt. Donc, autrement dit, le pouvoir politique l'emporte. C'est exactement la théorie fasciste que
que nous entendons souvent s'exprimer en Haïti du côté du pouvoir, mais c'est une position qu'on connaît, qui est celle de Kashmir, précisément un homme qui pensait un peu, pas un peu, qui pensait carrément le soutien idéologique à Hitler et à la politique fasciste, et à sa politique fasciste. Donc, il y a donc c'est présupposé qu'il faut laisser de côté pour pouvoir entreprendre une véritable réflexion sur ce qui est en train de se passer. Eh bien, dans ce qui se passe, il y a une chose que nous pouvons dire, c'est que le phénomène de l'insécurité actuellement peut cacher le rôle de l'État et du pouvoir exécutif. En sorte que le phénomène de l'insécurité finit par paraître naturel, comme une chose aussi normale que la pluie et le beau temps en Haïti. Il se trouve qu'il y a de l'insécurité un petit peu plus, comme si on était habitué à ce phénomène. Cette position, à mon avis, c'est une position que je pourrais qualifier de post-vérité, et c'est une tendance actuellement que nous voyons dans le monde aujourd'hui, la tendance à la post-vérité, c'est-à-dire à la disparition de toute loi. Celui-ci peut utiliser le terrorisme d'État, l'autre peut utiliser un autre terrorisme pour se défendre, et puis il n'y a pas d'opposition réelle entre le vrai et le faux, tout s'équivaut, et à ce moment-là, quand tout s'équivaut dans une situation de ce genre en politique, et pas seulement et en politique, eh bien, cela a des conséquences au niveau des faits divers qui peuvent entraîner une violence généralisée à travers le pays. Et cette violence insécurité, cette violence qui peut être généralisée en Haïti, justement, un problème, c'est que je ne sais pas comment fermer le téléphone. Voilà. Oui, donc cette situation que nous connaissons, c'est donc celle de la post-vérité avec toutes ses conséquences. Maintenant, justement, avec toutes ces conséquences, autrement dit, avec l'insécurité comme problème de base, on a donc un pays qui va s'en aller à volo, et les conséquences sont claires. Voilà un pays en décroissance, et qui dit que l'insécurité c'est pas très important. Voilà un pays où il y a 40% de la population en insécurité alimentaire, et on se demande, y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc, c'est pas possible que cette situation puisse être cachée au niveau en ce qui concerne le pouvoir de l'exécutif en Haïti. Alors, justement, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, y a-t-il effectivement une crise? Oui, il y a une crise en Haïti. Une crise depuis cette situation d'insécurité. Mais cette crise, c'est une crise créée. Ce n'est pas une crise qui arrive naturellement, comme si régulièrement les Haïtiens se mettent en situation de refus de dialogue, les Haïtiens se mettent en situation pour se massacrer les uns les autres, et puis pour faire de la transition comme si c'était essentiellement ce qui revenait donc à Haïti en soi. Donc, nous avons donc une situation de crise qui est créée par les massacres, par des élections qui n'ont pas été réalisées par l'exécutif, et ensuite, et conséquemment, par un gouvernement qui est dépourvu de tout contrôle, qui se dégage de tout contrôle, de tout garde-fou, et donc qui peut se laisser aller à cette pulsion. Il faut comprendre le phénomène dans lequel nous vivons. Quand un pouvoir n'a pas de contrôle, celui qui le détient, eh bien, quoique ce pouvoir, c'est lui-même, et se confond avec sa propre personne. Et donc, il peut se laisser aller à toutes ces pulsions. C'est pour ça que, justement, il y a eu cette pensée de la démocratie qui pourrait permettre de ne pas avoir ni Duvalier au pouvoir, ni une sorte de nouveau Néron, ni une sorte de nouveau Pinochet ou de nouvelle Hitler. Il n'y a pas d'autre solution.
Un gouvernement sans contrôle, c'est un gouvernement qui laisse le pouvoir aller vers toutes ses pulsions et juste que vers la rage destructrice que peuvent comporter ces pulsions. Donc, autrement dit, la crise est créée par des situations qui ne proviennent pas de la société haïtienne en soi comme telle, bien sûr, mais qu'il faut chercher dans l'exécutif, il faut chercher également du côté de la société haïtienne et à sa capacité précisément de se laisser prendre à des dérivatifs, de se laisser prendre à la question d'une naturalisation de la sécurité, de faire comme si cette chose pouvait se poursuivre, cette chose qui peut se poursuivre, mais cette chose-là, c'est ce qu'on appelle un trauma qui peut rester à l'intérieur de l'individu sans la possibilité d'une véritable digestion, une véritable suppression, pas suppression, mais d'une véritable prise en compte qui permettrait précisément de surmonter le trauma de l'insécurité. Alors, justement, pour donner une sorte de change, pour permettre de surmonter cette insécurité, qu'est-ce qu'on offre au pays? On lui offre précisément une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui n'est autre que le retour à l'ancienne situation refusée par la société haïtienne. Et cette nouvelle situation refusée par la société haïtienne peut revenir parce qu'il y a la possibilité que précisément les esprits se laissent prendre à la fois par le chantage et par le sophisme, parce que c'est pas quand même difficile dans une société dans laquelle il y a beaucoup de problèmes déjà depuis longtemps dans son histoire. Pour comprendre aussi la difficulté pour nous de sortir de la situation dans laquelle nous vivons, il faut imaginer que Haïti sort de loin, que nous avons eu une forme de vie collective avant 86 et même avant 1957, une forme de vie collective qui faisait qu'il y avait un nombre d'Haïtiens considérable, en particulier dans la paysannerie et dans les bidonvilles, qui n'étaient pas encore très nombreux, mais qui existaient, et une forme de vie collective où il y avait des élites urbaines et des masses de gens auxquels on disait vous êtes bien à votre place. Donc, le créole que vous parlez n'est pas reconnu, le vaudou que vous pratiquez n'est pas reconnu, les revendications que vous faites aujourd'hui d'école, de santé, de route, vous pouvez les faire, mais vous n'y avez pas droit, vous n'avez pas de droit en quelque sorte. Et c'est ce que Duvalier vient faire, dit les Haïtiens n'ont pas de droit, c'est moi qui représente l'ensemble des Haïtiens. Et bien, à partir de 86, cette chose a sauté. Donc, il y a un couvercle qui a sauté pour que la vie quotidienne, la forme de vie à laquelle le pays était censé coincer, eh bien, ça a sauté avec la demande de droits humains, justement, de droits fondamentaux en 1986. Et de 1986 à nos jours, nous sommes encore dans ce débat, dans cette lutte, nous sommes dans ce champ, en quelque sorte, et ce n'est pas terminé. C'est pour cette raison que la tentation de retour à la fameuse dictature, et donc de raturer, la possibilité de raturer ce que représentait la Constitution de 1986 existe toujours. Oui, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la Constitution de 1986 qui faisait que, effectivement, certains voient dans cette Constitution justement le mal dans lequel le pays se trouve. Alors que précisément, c'est pour la première fois dans l'histoire d'Haïti qu'une constitution place en son texte même, en son préambule, les droits humains. Et donc, l'inscription des droits humains dans le texte permet qu'un certain nombre de verrous sautent dorénavant en ce qui concerne la vie quotidienne en Haïti, que ce soit pour le créole, le vaudou, le système judiciaire, la possibilité de contrôler dorénavant un gouvernement qui ne peut pas prendre l'argent du pays comme étant le sien, qu'il envoie en Suisse ou bien qu'il envoie n'importe où. Il ne peut pas permettre qu'un groupe mafieux capture l'État et en fasse son bien propre. Ce n'est pas possible de devenir esclave, en quelque sorte.
Donc, la Constitution de 86 représente la première Constitution directement, explicitement antidictatoriale. Pourquoi est-ce qu'on en fait précisément le problème principal comme, donc, autrement dit, on le présente comme une véritable dérivative. Donc, on voit bien que l'enjeu réel de la situation actuelle, à travers la question de l'insécurité, de ce que pense, de ce que nous donne à penser l'insécurité, c'est la possibilité d'un véritable retour à la dictature et d'une situation à la Rwanda, parce que nous n'avons pas seulement une criminalité ordinaire en Haïti, c'est une criminalité, d'une part, effectivement, les rapports, mais une criminalité qui vient avec des actes de barbarie, donc qui peut aller le plus loin possible. Donc, autrement dit, une nouvelle constitution proposée aux populations haïtiennes n'a rien à voir avec les massacres et le kidnapping, avec la misère des masses. Aucun rapport. La constitution de 86, précisément, c'est une constitution qui défend les droits humains, qui défend la possibilité qu'il y a le droit à avoir des droits, parce que tel est l'enjeu réel de la problématique des droits humains, c'est le droit à avoir des droits, comme dit Hannah Arendt, et qui est la piste réelle pour sortir des situations difficiles, dangereuses et des impasses politiques et des impasses en ce qui concerne le lien social aussi. Alors, donc, dans cette perspective, je me pose donc la question, que pouvons-nous espérer? Que pouvons-nous espérer? Autrement dit, on voit déjà dans la situation actuelle qu'il y a des pistes de sortie, car toutes les associations, au moment où nous parlons, y compris l'ensemble des forces religieuses, l'ensemble des partis politiques et des mouvements, des partis politiques qui sont pour la démocratie, bien entendu, et même s'ils sont pluriels, et l'ensemble des mouvements de toute tendance, y compris l'implication de la diaspora, l'implication vive et tenace actuelle de la diaspora, eh bien, nous voyons qu'effectivement, le danger est vu, est perçu, est compris, et qu'il y a eu des expressions, sauf que ce qui manque, il y a eu finalement, l'Union européenne a compris, les membres du Congrès américain ont compris, il reste l'exécutif, a compris, l'exécutif américain qui n'a pas compris, mais en attendant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la faible voix falote, à peine audible du secteur privé qui commence à se faire entendre, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on se demande où est passé ce secteur qui profite largement de la situation d'insécurité et de misère et d'exploitation en Haïti. On se dit où est donc passé le secteur privé quand on compare avec précisément ce que le secteur privé haïtien, avec toutes les associations confondues, ont présenté le 11 janvier 2002 dans un mémorandum au président Aristide en proposant une véritable injonction au président de s'attaquer directement aux criminels et de dire qu'il n'est pas impliqué dans la criminalité. On lui demande de le dire lui-même et d'arrêter la criminalité. Je n'ai jamais vu autant de précision dans une demande, dans une injonction faite par le secteur privé en Haïti, ça ne s'est jamais produit. Pourquoi est-ce que la situation étant beaucoup plus grave que celle que nous avons connue en 2001 et en 2004, comment expliquer que précisément il y ait une sorte d'éclipse par rapport à ce mémorandum qui est assez extraordinaire quand je le lis en ce qui concerne le secteur privé. Justice, sécurité, économie et finances, ils disent, nos associations vous réitèrent qu'elles demeurent persuadées que votre implication effective à adresser systématiquement les points suscités dans le respect des institutions et de leur rôle respectif est un prérequis à une sortie de crise. Un prérequis à une sortie de crise. Okay. Donc, je suppose que cela peut se comprendre. Le troisième point sur lequel je voudrais insister,
c'est sur le travail de conscientisation en ce qui concerne 1986, parce qu'il faut continuer à se battre autour de cette Constitution dans la mesure où elle ouvre l'espace du droit à avoir des droits au niveau de la santé, au niveau de l'éducation pour tous et de qualité. Et cela me paraît un effort qu'il faudrait à nouveau reprendre comme si nous étions à nouveau en 1986. Deuxièmement, que l'articulation avec la diaspora, qu'elle puisse se poursuivre globalement, mais par-dessus tout, et je voulais terminer là-dessus, je pense qu'il faudrait, dans une question qui suppose que j'appelle, que pouvons espérer, il faut tout simplement revenir à l'esprit de 1804 et sortir de l'idée coloniale d'une société qui serait comme si elle était sous mandat des États-Unis, qui pourrait nous dicter exactement ce qui convient au peuple haïtien. Je pense que les Haïtiens voudraient les élections, mais elles ne peuvent pas se réaliser n'importe comment, voudraient garder la Constitution du sens et continuer à réclamer un certain nombre de droits humains et approfondir la question des droits humains comme étant fondamentale qui nous permet de ne pas revenir à des situations dictatoriales. Et cela a été très bien démontré déjà, je n'ai pas besoin d'y revenir, par Georges Michel dans son article sur la Constitution dictatoriale. Merci pour votre patience et j'attendrai, je reste ouvert aux questions s'il y en a. D'accord. Merci Laïnek. Merci pour ton intervention. Très rapidement, nous allons passer au prochain intervenant. Il s'agit de Maître James Boyard. James, qui est politologue, juriste de formation, membre du bureau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, diplômé de l'École nationale d'administration ENA et de l'Université Paris-Sorbonne en relations internationales et droit international. Il détient en outre 3 diplômes de master en défense et sécurité internationale, respectivement à l'Université Jean Moulin, Lyon 3, France, au Collège interaméricain de défense et à l'Académie de sciences politiques et stratégiques du Chili. Monsieur Boyard est actuellement professeur-chercheur en relations internationales, droit international et sécurité à l'Université d'État d'Haïti et a initié une formation doctorale en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est l'auteur de l'ouvrage « L'ONU et les opportunités de maintien de la paix », publié en 2010. Son dernier livre intitulé « Le procès de l'insécurité, problèmes, méthodes et stratégies » paraîtra bientôt à Livre en folie le 31 juin. Monsieur Boyard coordonne actuellement avec monsieur Mario André-Sol, ancien chef de la police nationale d'Haïti, la mise en place d'un think tank haïtien baptisé Groupe d'experts en stratégie, sécurité et développement. C'est une chose importante pour nous parce que nous avons besoin de cette réflexion sur l'insécurité après que l'AINEC ait proposé pour nous le cadre sociologique et certaines perspectives par rapport à la situation actuelle. James va rentrer maintenant dans le fond du sujet parce qu'il va nous parler des manifestations de l'insécurité sur le plan institutionnel, social et sur le plan aussi culturel, sur le plan de la crise des valeurs. Donc, et il fera quelques petites propositions. Je pense qu'il va répondre à certaines interrogations que vous avez tous dans le public. James, merci d'être là. Une petite, excusez-moi de vous interrompre, j'aimerais juste, tout en remerciant Laïnek Urbon, dire que le livre de M. Boyard, c'est pour le 31 mai, pas le 31 juin. Ah, ok. D'accord. Ensuite, nous avons déjà des questions, mais notamment au professeur Urbon, mais on a dit tout le monde que n'a fait présentation avant et puis n'a posé question après, donc pas inquiétez, tout le monde a bien posé questions. Et puis, on a rappelé tout le monde, c'est 15 minutes de présentation par panéliste. Merci beaucoup. Et puis, bienvenue encore au professeur Boyard et merci encore de sa présence.
D'accord. James? Oui, merci Woody, merci Nancy et bonjour à tous. Laissez-moi prendre le temps pour saluer d'abord les autres intervenants à cette conférence virtuelle. Et c'est un privilège pour moi d'abord de partager ce panel avec des personnalités aussi réputées telles que le sociologue Laënnec Yobon, l'avocat international Mario Joseph, et même le docteur Clérispe, même s'il n'est pas là virtuellement avec nous. Je sais que sa présentation est en différé pour cette conférence. Donc, le premier point de mes propos, c'est déjà de revenir sur les statistiques présentées par Laënnec Yobon, parce que j'ai apparemment les mêmes statistiques, mais juste pour préciser et pour mettre certains chiffres en perspective. Et parce que si on parle de l'insécurité, de l'aggravation de l'insécurité en Haïti, de la crise et de la sécurité en Haïti, on parle de quoi? On parle tout simplement de l'aggravation justement des statistiques criminelles comme l'avait présenté justement Laënnec Yobon. On parle de quoi? On parle surtout de l'aggravation de deux champs de l'insécurité criminelle. On parle de l'aggravation justement du taux d'homicide et également du taux de kidnapping. Si on se rappelle justement de l'année 2018, qui s'est achevée avec un total de 698 kidnappings. Et à l'époque, lorsqu'on était en 2018, 698 kidnappings correspondaient justement au taux le plus élevé en termes de kidnapping depuis les 20 dernières années. Ça, c'est déjà une chose à noter. Et puis, à partir de 2019, ce qu'on a remarqué, c'est que ce chiffre-là, par rapport aux homicides, eh bien, ce chiffre a tendance à être doublé, au point qu'en 2020, on a observé sur l'année eh bien, un total de 1280 homicides. Par rapport au kidnapping, précisément, eh bien, sur l'année 2018, on avait comptabilisé 47 cas de kidnapping sur l'ensemble de l'année. Et à partir de 2020, eh bien, on a enregistré 234 cas de kidnapping. Sans oublier qu'il y a 2 semaines, il y a le CARD, qui est le Centre d'analyse de recherche en droits humains, qui a présenté un rapport portant sur la période de mars et d'avril de cette année, donc sur une période d'un seul mois, qui a enregistré 91 cas de kidnapping uniquement sur Port-au-Prince. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ça tombe bien, on peut effectivement parler de crise de sécurité en Haïti, et je dirais même mieux qu'on peut parler même de crise de sécurité de niveau de défense, par opposition aux crises de sécurité de niveau judiciaire. Parce que c'est une insécurité qui peut attenter même à la sûreté de l'État et même à la survie même de l'État haïtien. Parce que ça met en danger la souveraineté à la fois interne et externe de l'État haïtien. Le deuxième point de mes propos, c'est justement d'essayer de comprendre les facteurs et les mécanismes qui sont à l'origine de cette crise de sécurité. Parce que cette crise de sécurité n'a pas émergé du jour au lendemain. Il y a assurément un processus, il y a un ensemble de mécanismes et de facteurs. La première chose à dire, c'est que, parlant de l'insécurité en Haïti, ce phénomène que nous avons observé, c'est un phénomène multifactoriel. C'est un phénomène multifactoriel. Pourquoi? Parce que, à la base, on a recensé au moins 3 grandes catégories de facteurs qui interviennent dans cette crise. Quels sont ces facteurs? Il y a d'abord les facteurs institutionnels. Pourquoi les facteurs institutionnels? Parce qu'il s'agit assurément de la défaillance de ce qu'on appelle le complexe de sécurité haïtien, c'est-à-dire les organismes, les agences de l'État qui sont placées pour produire de la sécurité, tels que la PNH, les FADH, les services de renseignement, etc. Donc, on parlera des facteurs institutionnels. Il y a également les facteurs sociologiques. Et qu'est-ce qu'on entend par facteurs sociologiques? On retrouve tous les déficits structurels classiques, tels que manque d'éducation, sous-scolarisation de certains groupes sociaux, notamment les jeunes des quartiers défavorisés, et absence d'infrastructures de l'État, d'infrastructures de base, et dans ces quartiers-là, qui transforment justement ces quartiers en foyers criminogènes. On va revenir pour voir les mécanismes. Et puis, la troisième catégorie de facteurs, justement, c'est des facteurs politiques. Pourquoi parler des facteurs politiques? Parce que, assurément, on a observé justement qu'il y a une interrelation plus ou moins intime entre l'appareil d'État ou encore certains responsables de l'appareil politico-administratif
et certains gangs armés. On va revenir également sur ce processus de criminalisation de l'appareil d'État. Maintenant, par rapport aux facteurs d'ordre institutionnel, pour parler justement de la défaillance institutionnelle, cette défaillance institutionnelle a suivi un processus. Il faut dire également que cette défaillance institutionnelle ne date pas d'hier. On peut d'abord dater cette défaillance institutionnelle à partir des régimes de Duvalier, incluant les régimes militaires de la fin des années 1980. Et on a vu que cette défaillance institutionnelle correspond à trois phases, trois étapes. La première étape, c'est cette étape qu'on a baptisée d'aliénation institutionnelle. Pourquoi on a baptisé cette phase de défaillance institutionnelle d'aliénation institutionnelle? Parce qu'on a remarqué qu'à partir de cette période datant de la période des Duvalier jusqu'à avant 1986, il s'agissait pour les autorités de l'époque de détourner justement les missions statutaires, les missions légales des organismes de sécurité de l'État haïtien à des fins politiques, dans le sens que ces organismes avaient pour mission essentielle de cibler certains secteurs, notamment les secteurs des droits de l'homme ou encore les parties de la population qui militaient en faveur de l'établissement de la démocratie. Ça a conduit justement à cette défaillance institutionnelle de certaines institutions de l'État, de certaines agences de sécurité telles que le service d'intelligence nationale, communément appelé SIN, et également les FADH. La deuxième phase dans cette défaillance institutionnelle va débuter à partir de 1994 avec le retour justement de l'ordre constitutionnel, le rétablissement de l'ordre constitutionnel avec le retour de la gauche au pouvoir. Maintenant, la gauche, une fois accédée au pouvoir, est devenue revancharde et a pris des dispositions par rapport aux anciens organismes qui ont participé dans le coup d'État de 1991, à commencer par la démobilisation des FADH. Donc, cette deuxième phase, on a baptisé cette deuxième phase de défaillance institutionnelle, de destruction institutionnelle. On a essayé de détruire carrément les FADH, mais on est arrivé à démanteler d'autres agences de sécurité telles que le SIN, mais telles que également d'autres structures territoriales de renseignement à travers le système de Chouquette-Larosé et de chef section. Et puis, rapidement, on va passer à la troisième phase et de la défaillance institutionnelle, communément appelée, en fait, on a baptisé la phase d'avatardisation institutionnelle. Pourquoi? Parce que les autorités de l'époque ont créé de nouveaux organismes susceptibles de remplacer les anciennes structures, les anciennes institutions, mais ces nouveaux organismes, le plus souvent, sont mal outillés, sont mal équipés par rapport aux anciennes institutions. C'est cette phase qu'on a baptisée d'avatardisation institutionnelle avec la création notamment de la PNH pour remplacer les FADH, avec tous les déficits structurels qu'on connaît au niveau de la PNH. Ça, c'était pour expliquer les mécanismes à la base de la défaillance institutionnelle. Et maintenant, nous passons aux mécanismes à la base justement des facteurs sociaux. Lorsqu'on parle des facteurs sociaux, comme je disais, on rentre dans le champ des déficits d'ordre structurel. Maintenant, il faut voir que ces groupes de jeunes qui habitent ces espaces déshérités, ces communautés déshéritées, et caractérisées par l'absence d'infrastructures, le chômage, etc., eh bien, ils vont se retrouver à un certain moment en train de rechercher et de viser la quête identitaire, de rechercher l'affiliation groupale, à travers une affiliation groupale. Ils vont constituer ce qu'on appelle communément les bases de quartier. Et à l'origine, ces bases, c'était des regroupements de jeunes plus ou moins inoffensifs. Cette première phase, on baptise cette première phase de regroupement identitaire qui a donné naissance justement à plusieurs centaines de bases et disséminées et déployées un peu partout dans les quartiers défavorisés, les bidonvilles, des grandes villes. Rapidement, ce processus va s'orienter dans un autre sens, dans le sens où maintenant ces groupes de jeunes vont se constituer en comité de vigilance
ou en comité de quartier pour protéger ces quartiers contre des agressions venues des voleurs d'autres quartiers ou de criminels d'autres quartiers. À ce moment-là, on parlera d'une nouvelle dynamique qui est la dynamique de mafia protectrice. Jusqu'à ce stade-là, eh bien, ces groupes de jeunes eh bien, ont développé des relations plus ou moins positives avec les populations locales. Parce qu'en plus de fournir une certaine protection en raison de l'absence même de la police nationale ou de l'État dans ces zones, mais ces groupes de jeunes également ont pour habitude également de se mettre ensemble pour faire venir l'eau potable dans la zone pour distribuer aux résidents de la zone. Et même également de brancher certains résidents aussi de manière illicite, bien entendu, de manière irrégulière au circuit de l'EDH. Ça, c'est la mafia protectrice. Mais d'ailleurs, si on se rappelle des discours qui sont développés par les gangs armés les plus violents actuellement, eh bien, ils se disent qu'ils sont des entrepreneurs sociaux. Eh bien, ils font référence justement à cette mafia protectrice-là. Rapidement, on va passer à une nouvelle dynamique, à une troisième dynamique. Eh bien, cette mafia protectrice va se transformer en mafia prédatrice. En mafia prédatrice, pourquoi? Parce que ces groupes de jeunes, ils vous ont compris qu'ils ont un certain contrôle sur leur espace territorial et également sur les résidents de leur communauté. Eh bien, ils vont exiger, ils vont soumettre les populations locales à ce qu'on appelle un régime de taxation. Taxe d'habitation pour ceux qui y habitent, taxe de commerce pour les commerçants, taxe sur les activités commerciales, etc. Mais le pire dans cette dynamique de mafia prédatrice, c'est que même des autorités de l'État vont se prendre à ce jeu, dans le sens que, eh bien, puisqu'il s'agit de jeunes au chômage, de jeunes déshérités, donc plus sensibles à se mobiliser dans les manifestations, dans les mobilisations collectives contre les autorités étatiques, eh bien, des autorités ministérielles ont pris l'habitude, malheureusement, de leur donner de l'argent pour imposer une certaine paix. Donc, ce qui fait que ces groupes de jeunes ont utilisé justement leur pouvoir de nuisance pour imposer à l'État le paiement d'un impôt de paix à travers ce qu'on appelle le cash for peace. Pas cash for work, mais plutôt de cash for peace. Et puis, assurément, en période électorale, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, les candidats à la députation, au sénatorial et même à la présidence, ils vont devoir payer une taxe de passage ou encore une taxe de réunion pour accéder à l'électorat de la zone. Parce que n'oubliez pas que ces gangs armés qui sont disséminés un peu partout dans l'aire métropolitaine occupent assurément 60% de l'électorat de la zone métropolitaine, du département de l'Ouest notamment. Ça, c'était pour parler justement des mécanismes sociologiques, des mécanismes et des processus qui peuvent expliquer le glissement des groupes de jeunes plus ou moins inoffensifs vers une trajectoire criminelle qui donne aujourd'hui ce qu'on appelle les gangs armés les plus barbares dans ces espaces-là. Maintenant, nous passons à l'explication des facteurs politiques. Pourquoi on parle des facteurs politiques? Je disais, c'est pour parler des interrelations intimes entre l'appareil d'État ou certains représentants de l'appareil d'État et le milieu mafieux, le milieu criminel. Et on a observé également dans nos recherches que cette interrelation a suivi tout un processus en trois étapes. La première étape, c'est l'étape qui date, et chaque étape correspond à une période historique récente donnée. C'est ce qui est intéressant dans la recherche. La première étape, c'est l'étape qu'on a baptisée de pénétration de la phase de la pénétration de l'argent sale au sein de l'appareil d'État. Cette étape qui a débuté assurément depuis l'époque des régimes militaires et jusqu'en 2006, où des grands barons de drogue à la recherche de protection entre les mains contre d'éventuelles poursuites policières ou judiciaires ont décidé de corrompre certains responsables politiques et certains responsables de grandes institutions telles que des directeurs généraux, des directeurs généraux de la PNH, des hauts gradés de la PNH, des juges, etc. Ça, c'est la première étape dans la criminalisation de l'appareil d'État avec la pénétration de l'argent sale.
La deuxième étape dans cette criminalisation de l'appareil d'État, c'est la phase d'accession, cette fois, d'individus aux antécédents douteux à des postes de haute responsabilité au sein de l'État. Cette phase a débuté après 2006 jusqu'en 2015. On assistait à quoi? À travers des élections. Dans le contexte des élections, eh bien, certains de ces individus-là les plus entreprenants et que la rumeur donnait comme étant des narcotrafiquants, eh bien, ils ont utilisé leur capital pour financer leurs élections au Parlement à titre de député, à titre de sénateur, ou pour acheter même ces élections avec le capital qu'ils possèdent. C'est la phase d'accession justement de ces délinquants à des postes de haute responsabilité au sein de l'État. Rapidement, on va passer à une troisième phase dans la criminalisation de l'appareil d'État, et c'est à cette phase-là justement où nous en sommes aujourd'hui. C'est la phase d'interconnexion, cette fois directe, entre des responsables politiques et les gangs armés en Haïti. Phase d'interconnexion directe entre certains responsables politiques et les gangs armés, et ce qui nous a donné effectivement l'activisme justement du groupe communément appelé le G9. Le troisième point de mon intervention, c'est de faire des propositions par rapport à cette faillite de la gouvernance sécuritaire. Pour répondre, ça me permet de répondre à au moins une question qui a été posée par un participant. Évidemment, cette crise de sécurité, elle est tellement complexe qu'on ne peut pas résoudre cette crise du jour au lendemain par des actions, je dirais, par des actions immédiates. Donc, il nous faut compter sur des parades d'action à la fois conjoncturelles et des parades d'action structurelles. Les parades d'action conjoncturelles vont se limiter à court et au moyen terme. Ça prend quoi? Ça prend ce qu'on appelle la stratégie, la méthode des 3C ou la stratégie des 3C. Déployer des actions au niveau de la PNH, des forces de police ou des forces militaires, pour établir d'abord un confinement des axes occupés par ces gangs, de manière à empêcher ces gangs à se déployer sur les grandes routes et procéder à des kidnappings, et profiter de cette période de confinement pour opérer des missions de renseignement, pour s'informer des reliefs de la zone, des axes de retrait et des logistiques dont disposent ces gangs. Ça, c'est le confinement, le premier C. Le deuxième C, c'est la confrontation. Inévitablement, on ne peut pas neutraliser ces gangs uniquement par la négociation, parce que de toute façon, la négociation, elle ne va pas apporter une paix durable, c'est une chose. Et puis, deuxième chose, c'est que ces gangs auront tendance à revenir et utiliser leur pouvoir de nuisance pour soutirer de l'argent entre les mains des autorités étatiques. Donc, il faut compter sur une épreuve de force à partir de la confrontation. Mais au préalable, pour mieux réaliser cette confrontation, eh bien, il faut compter sur le renforcement au niveau tactique, au niveau logistique et au niveau technique des unités opérantes. Et on ne peut renforcer les capacités opérationnelles de ces unités opérantes eh bien, qu'à travers le bénéfice, l'avantage d'une coopération avec certains États étrangers, dont les États-Unis pour la coopération en matière logistique, mais également les États de l'Amérique centrale qui ont une grande expérience dans ces genres de problématiques pour la coopération en matière technique et en matière tactique. Ça, c'est pour parler du deuxième C, la confrontation. Et le troisième C, c'est la consolidation. Eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas compter uniquement sur l'épreuve de force, puisqu'on a déjà neutralisé les grands chefs de gang, on a détruit les infrastructures des gangs dans ces quartiers. Il reste à pacifier ce qu'on appelle les effets induits ou les éléments induits de ces gangs armés, tels que les enfants, les mineurs, etc., et les membres de la population civile qui collaboraient avec ces gangs. Donc, il faut transformer justement les pratiques de cette communauté.
Donc, il faut compter sur des actions plus administratives et même sur les actions de police, il faut compter sur la police communautaire plutôt que sur les forces et d'opération proprement parlé. Ça, c'était pour parler justement des stratégies, des parades d'action de type conjoncturel. Maintenant, les parades d'action de type structurel, eh bien, ça s'étend sur le long terme. Sur le long terme, ça prend des politiques. Pourquoi? Parce que vous imaginez dans une population où on estime que la démographie haïtienne est une démographie jeune. Donc, comme j'ai essayé de l'expliquer, dans certains pays, la jeunesse d'une démographie est un avantage pour un pays qui a besoin de cette force jeune pour se développer. Et malheureusement, si cette force jeune n'est pas bien encadrée, n'est pas bien utilisée, eh bien, cette jeunesse de la démographie haïtienne peut constituer ce qu'on peut appeler une menace. Eh bien, pour éviter justement cela, eh bien, il faudrait encadrer les jeunes à travers quoi? À travers une politique de jeunesse et contrôler également la démographie haïtienne parce qu'assurément, les ressources haïtiennes ne sont pas inépuisables. Donc, il faut une certaine politique de contrôle des naissances. Et je pourrais développer plus tard sur les autres détails liés à ces stratégies.